Voilà. Laver, en gros. Sécher, en gros. Rénovateur plastique dessus, parce que j'aime bien le rénovateur plastique extérieur. Ça garde les plastiques vraiment souples. C'est vraiment efficace pour rendre un plastique nouveau, beau, esthétiquement. Et force est qu'au bout de 5 ans d'expérience avec ce produit, je suis super content. À un moment, j'en mettais même trop, et on est vraiment arrivé à des points où les plastiques, dès qu'il faisait un peu chaud, c'était vraiment super méga trop flex. Ce qui n'est pas toujours l'idéal non plus. Certains vont balancer du VD40 partout. Alors méfiez-vous, VD40, il y a des versions dégrippantes, il y a des versions juste huile, machin. Le dégrippant VD40, ça en fout partout. Ça va mettre une couche huileuse partout, la saleté va coller dessus. Ça nettoie rien. C'est un dégrippant, c'est comme le rénovateur plastique, ne nettoie pas. Donc personnellement, moi je préfère le rénovateur plastique pour les plastiques. Je préfère de l'huile en bombe sur les pièces métalliques. Le VD40 version dégrippant. Sur les roulements, c'est sûr, sur le coup il fonctionne, mais tu rinces tes roulements, tu sors tout, la graisse qui est dedans, tout se dissout. Un dégrippant est un produit à base de produits acides pour enlever la rouille, donc il va tout débloquer, même à ces endroits-là. Si tu mets, regarde, quand tu mets du dégrippe partout, tu vas débloquer les vis là où ils sont serrés dans l'alu, dans les puits de suspension comme ça par exemple. Tout ça, pour moi, c'est pas au bon endroit. Après, chacun fait ce qu'il veut. Il y en a qui sont super contents juste avec ça, tant mieux pour eux. Moi, je préfère rénov plastique et huile en bombe. Enfin, la version non dégrippante du VD40, tout simplement. Je vais m'approcher. On va mettre la caméra au-dessus. Turlututu. Hop. Et hop. T'es bien là-haut? Ça va? Tu vois? Ouais, là on est pas mal. Ok. C'est ok. Là, tu vois, je peux même reculer un petit peu ton plan de travail, c'est très bien pour moi aussi. Là, on va pas s'amuser à faire les étapes pour arriver comme c'était une révision. Ça, c'est dans le MTE, donc comment atteindre le diff avant, le diff arrêt séparé, diff central, ça on a déjà vu. On va faire le démontage total et rapide d'un buggy 1/8. Et ça se passe souvent comme ça. Ça, c'est le gros avantage de ce qui est buggy truggy 1/8, c'est l'accessibilité méca, même si t'as pas envie de... Bon, les tout nouveaux ont des accès super rapides au diff, mais c'était encore ce genre de système pour les nettoyages et tout, ça va super vite. On va d'abord gratter la terre qui est restée dans les empreintes de vis, ça c'est très important. Parce que ça, c'est le meilleur moyen de foirer rapidement une vis. Donc tu prends un vieux tournevis que tu as taillé en pointe, la meule, la disqueuse, avec tes dents, si tu as des bonnes dents, tu fais comme tu as envie. Tout ce qu'il te faut, c'est un objet pointu. On va commencer par les petites vis, en 1,5. Je travaille à la visseuse, certes, mais je ne mets pas l'embout dedans et j'y vais à fond la caisse. Je mets dedans, je tourne un petit peu, c'est débloqué, donc je sors. Bon, là on est dans le plastique. On ne devrait pas avoir de surprise. Je dis bien devrait. Très important que ton empreinte soit toujours bien à l'intérieur du sipan. Pour ne pas l'abîmer. Si ça glisse, il existe des extracteurs sur Amazon qui sont dans une boîte comme ça. Donc tu mets extracteur sipan sur Amazon, tu fouilles, tu les trouves, ça vaut à peu près une vingtaine d'euros avec les frais de port, c'est ce genre de choses. Pour s'en servir, il faut évidemment caler de l'autre côté avec quelque chose de dur. Regardez que tu ne casses rien évidemment de l'autre côté. Il faut enfoncer ça avec un bon coup de marteau. Et après ça sort. Si la pièce est comme ici au centre par exemple ce support moteur, s'il y a de la loctite, là, impératif de chauffer d'abord avec un petit chalumeau à crème brûlée ou un bon fer à souder. C'est un bon fer à souder, tu peux le laisser poser dessus, ça va faire le boulot aussi. Il faut qu'il chauffe suffisamment. Donc on a enlevé toutes les 1,5. Et maintenant, on va débouler toutes les 2 minutes. Alors on va d'abord enlever toutes celles qui sont en plastique. Hop là. Jeter un coup d'œil après. Donc moi j'enlève toutes celles qui sont au centre et 2 des cellules
Pas encore tout parce que sinon tout s'effondre. Là, attention, c'est dans l'alu, c'est dans la direction, tu vois, ça va dur. On passe la première et la seconde. On rétrograde. Celle-là, tu vois, va méga dur. Je vais pas insister parce que ça va nous péter à la frimousse. On va déjà débloquer les autres. Donc là, diff centrale. C'est venu, attention, c'est de l'alu. Tout le support qui tourne, c'est bien aussi. Voilà, donc là, si tu as de la résistance, hein, tu chauffes, tu t'excites pas dessus comme un fou. Souvent au niveau côté moteur, c'est moins dur parce que le moteur chauffe de temps en temps. Hein. Le petit souffre plus, mais c'est pas toujours le cas, faut faire attention. Alors, ça tient encore sur le train arrière, on va le laisser là. Donc ce qui bloque, c'est cette vis ici, elle dépasse. Et le filet est dans l'alu. Alors normalement, elles ne sont pas censées dépasser, là il y a des vis trop longues qui ont été mises. C'est pas vraiment grave, ça peut par contre porter préjudice si le filet de la vis, ce qui reste de la vis, là, ce qui dépasse, c'est rouillé. Il faut se méfier parce que tu as des chances que la vis va se débloquer, elle va commencer à passer dans le filet, et ensuite la partie rouillée de la vis ou endommagée va arriver dans le filet et va t'arracher le filet dans l'alu. Donc il est impératif que la vis en haut, si quoi que ce soit dépasse d'un filetage, il faut que la vis soit propre avant de passer à travers. Donc là on peut atteindre le côté filet pour chauffer, ça va aller plus vite. Fais gaffe évidemment à la colonne de direction, et en plastique. Tu fais gaffe à la cale de train avant aussi, c'est un peu chaud là évidemment, faut vite. Si tu as le moindre doute, tu chauffes par là et tu attends un bon moment. Donc on va prendre un outil manuel. Il y aura plus de sensations évidemment. Où va Dios? Mais tu as vu qu'elle n'est pas tout à fait d'accord celle-là. Tu vois? Alors on se méfie avec les outils longs, tu as énormément de flex sur la longueur. Je préfère prendre, si ça force vraiment à ce point-là, les outils courts. Alors. Voilà. Tu fais gaffe aussi quand tu as chauffé, évidemment c'est chaud. Tu fais gaffe où tu poses tes outils qui ont chauffé et tout le reste. Tu penses aussi que si le tournevis reste longtemps dans la vis, il va chauffer aussi. Là tu vois ce qui va se passer, c'est qu'on va tourner. Ça tient vraiment fort, donc on va continuer à chauffer. Il faut se prendre le temps. Voilà, quelque chose qui est sympa par contre, c'est qu'on n'est pas obligé absolument de démonter ça tout de suite maintenant. On peut d'abord démonter le reste et accéder après à la pièce. Je pense pas qu'elle va nous opposer tellement de résistance que ça. Pendant ce temps, moi tranquille, je vais démonter l'arrière. Cuis ma belle, cuis. Tiens, je vais relever ma tasse. On va pas attendre l'accident. Ça semble vraiment mal parti pour cette vis. Hein. Ce qu'on va faire aussi, c'est avant d'utiliser un extracteur pour endommager la vis,
On va utiliser une autre technique. Moi j'aime bien en venir sur d'abord les techniques les moins brutales avec la vis jusqu'aux techniques les plus brutales. Donc la première c'est on va refaire un tout petit peu l'empreinte en haut. On va mettre une cale là-dessous. Parce que évidemment le but n'est pas d'aller taper sur la tourelle de suspension. On est bien en place sur le châssis, c'est bon. Sur le châssis on en a un à neuf, c'est pas la mort, tu vas me dire. On va taper sur la vis pour refaire, pour mater en fait l'empreinte. Et le fait de taper ici, souvent, les chocs qu'on transmet du coup dans le filet aident aussi. Quand tu utilises ensuite des outils que tu frappes, il faut les dédier à ça. Hein. Il y a des outils qu'il faut garder nickel chrome pour les interventions délicates. Parce qu'une fois que tu as tapé dessus, évidemment, l'outil en garde les séquelles. Rien à faire. Celle-là, elle va tourner. L'extracteur, vu comme elle est bloquée là, il va nous faire la même. Après, il existe d'autres extracteurs où il faut percer dans la vis. Ensuite, tu as des pas inversés. Donc là, on sait déjà qu'elle est vraiment récalcitrante. Donc on va essayer de garder une tension en rotation tout en mettant des chocs. C'est le principe de ce que l'on appelle la tournevis à frapper. Ça existe aussi. Là, ça va tellement dur, ça n'a aucune chance. Même ça va pas aller. Le tournevis à frapper est un outil qui a un ressort interne, un double cône, et quand tu vas taper, chaque fois, ça va mettre un coup sur la vis, enfoncer l'outil dedans, et bazarder un choc à la vis pour la débloquer. Donc quand ça n'a pas marché, là maintenant si on perce, ça va tellement dur que de toute façon, c'est-à-dire que c'est complètement bloqué dans le filet de l'autre côté. Si on perce, on risque de tout endommager. On peut, comme le châssis ne sera plus réutilisé, prendre la Dremel ou n'importe quel outil de coupe rotative pour faire une entaille dedans, pour utiliser ensuite un gros méchant tournevis de 5 pour réussir à enlever ça. Nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est se débarrasser de tout ce qui gêne. En général, je commence par là, mais je voulais en profiter pour montrer différentes techniques, et là ça tombe bien, les différentes techniques ont échoué. Vraiment, dans un cas extrême. Là, tu vois, pareil, hein, le véhicule a été nettoyé, tout ce que tu veux, pourtant, regarde tout ce qui traîne là-dedans en saleté encore. Hein. Il n'y a aucune chance, tu ne peux jamais tout enlever. Et surtout là, ce qu'on voit sur cet engin, c'est quelque chose de typique des engins qui roulent sur des circuits de tout terrain, où roulent des nitros, c'est que la terre est chargée de carburant, elle est collante et elle laisse des traces, même après le nettoyage, qui ne partent quasiment pas des plastiques, tu vois, tout est imprégné. C'est une des raisons qui fait que je ne suis pas fan non plus d'aller rouler sur les circuits tout terrain où roule trop de nitro, au-delà du fait que personnellement, je n'aime ni le bruit ni l'odeur. Le fait d'avoir ça partout sur mon véhicule, ça me plaît pas non plus spécialement. Alors, nous allons enlever tout le train avant. Il devrait venir avec. Là aussi, faites gaffe, ces 20 vis sont dans les mêmes puits, aussi souvent fixés que de la lock kit. Donc il arrive aussi qu'elles aillent très dur. Il faut vraiment y aller mollo avec. Voilà, on va tout enlever. Regarde, on a tout enlevé. Lui aussi est complètement bloqué.
Donc maintenant, si on veut travailler sur ça, si on se met de l'autre côté frappé, il est impératif évidemment d'avoir une cale entre pour éviter de taper sur les pluies. Mais on a ici un châssis plat et une pièce plate. On va utiliser une autre technique de margoule. C'est ça. La vis est bloquée oxydée dans l'alu ici au niveau de la tête, au niveau du cône de la vis. Plus le serrage dans l'aluminium qui pose un problème. On a une pièce ici, tu vois, qui est directement reliée sur le filet. On a un grand effort ici de levier. Donc on peut faire tourner la pièce tout simplement. Ça va pas partout, évidemment, tu peux pas le faire. Il y a des endroits où tu n'as pas la place. Des fois, il suffit d'avoir un petit demi-millimètre de jeu, de pouvoir juste débloquer. Ça libère la pression de montage entre les deux pièces et la tête. Et hop, tu peux l'enlever, tu vois. Celle-là, elle a complètement rouillé dedans. C'est ce qui nous a bloqué. Fin de l'histoire. Comme j'ai pas encore le châssis de Tonton Benjamin, on va réviser les trains. Et on va mettre grosso merdo les éléments dessus. Parce qu'on a un petit quelque chose à faire après sur la fin sur le montage de la carreau. Pour le setup des roues aussi, tout ça, et des suspensions. Et, enfin, non, je vais le boulonner complet. Comme ça, il pourra d'abord une fois s'exciter encore un coup sur ce châssis. Parce que bon, il est bien poncé, mais il est parfaitement droit, il n'est pas bosselé. Tout va bien. Donc tant qu'à faire, tonton, achève-le. À l'avant aussi, regarde, quand je te disais l'eau passe partout, pas de miracle. On est complètement rincé aussi à l'avant. On va mettre ça de côté. Et on va aller ouvrir les trains. Donc là, une fois que tu as tout l'élément en main, évidemment, ça va infiniment plus vite. Chez Serpent, toujours ce que j'aime pas, donc les circlips, regarde, il en manque déjà 3, 4. Il manque tous les circlips. Bah dis donc, il y en a un qui roulait avec de la chance en fait, et rien d'autre. Ah, celle-là, elle est pas mal. Donc, pour séparer le train avant en deux, on a 6 vis sur ce train avant Serpent. Sur les SRX Sud, c'est plus pareil. Hein. C'est pas les mêmes. Voilà. Je sépare la cale et on va laisser fixer avec la barre stable si elle veut bien coopérer. On va sortir les axes vu qu'ils sont déjà démontés. Allez, viens. Alors, chez Serpent, ça va. Niveau des cales, t'es pas trop ennuyé. Tu vois, t'as pas de cale ici. T'en as pas là. Sur le train arrière, oui, t'as des petites cales. Alors, faut se méfier sur les véhicules comme Coralie qui ont 36 000 rondelles. Il y a des cales derrière, des cales devant. Ça coince de partout. Là, on a une cellule qui est fissurée. C'est pas grave, il y a 6 vis qui tiennent le carter dessus. Enfin, 4 ici. Ça a tenu jusque là, ça tiendra encore. Évidemment, si tu roules compétition machin, tu vas le changer tout de suite. Mais là, quoique. Alors, je ne sais pas si c'est une fissure ou s'il a subi une entaille volontaire avec une Dremel pour sortir une vis qui est dure. Quoi qu'il tient bien. On verra évidemment tonton s'il veut changer ou pas. Donc le système de fixation ici du roulement, déroulement du pignon d'attaque. Ceux-là, c'est rare de les endommager, c'est clair. Hein. Ces roulements-là sont immenses, enfin surtout le côté intérieur. Mais c'est la pièce qu'il faut démonter si tu veux atteindre le BTR qui te tient la noix dedans. On n'a pas de jeu spécialement sur les axes ici. On n'a pas trop de jeu là. On n'a pas trop de jeu sur les pivots. Tout va bien. Tu vois, on a nettoyé, mais le sable avec le carburant, tu vois, il n'y a rien à faire. Il y en a partout. Il y en a partout. Roulement dans les moyeux, rincé. Tu vois, ça gratte à mort.
Alerte générale, le chef. Je vous laisse. C'est reparti. On en était au roulement et nous allons voir ici quelque chose au niveau de cet hexagone. Et pas seulement, on va profiter pour ouvrir un CVD à l'avant. Certaines marques aussi ont toujours un petit BTR là entre les deux roulements. On peut se servir de ça comme graisseur pour huiler, parce qu'on peut par exemple sur le roulement virer les deux joints intérieurs. Les monter sans joint à l'intérieur et par ici toujours ajouter de la graisse qui va donc sortir avec la pression pour graisser ces roulements. Sur certains moyeux, si tu serres ce BTR, tu es carrément au contact des roulements, donc ça va les écarter un peu, mais par contre ça va être de travers, hein, donc tu ne peux pas t'en servir pour diminuer un jeu ou quoi que ce soit. Ça va mal se passer. Donc fais gaffe, il faut juste que ce soit mis dedans, il ne faut pas aller trop fort. Alors voyons voir si ça va, on a de la chance, il est sorti. C'est encore entier, ça va. Par contre, on est loin d'avoir la bonne longueur. Regardez. On n'était que à moitié dedans, l'autre moitié a cassé et est allée se promener toute seule. Donc ça pose des problèmes de cisaillement après sur l'ensemble. Faire gaffe. Donc, je suis la poubelle. Maintenant on va sortir le cardan. Et là, ce que je vous ai dit, regarde. Bon, en Serpent, ils utilisent toujours un petit roulement, là, encore une petite cale entre l'hexagone et le roulement pour éviter le contact, ça c'est bien. Traxxas aussi fait ça. Là, on a une tête de cardan qui est très sale. On va donc avoir du mal, tu vois, à la faire passer à travers. Quand c'est comme ça, impératif de bien nettoyer l'emmanchement. Là, les roulements sont foutus, hein, donc à la limite, on s'en fiche. Mais autant vous le montrer. Tu nettoies tout ça bien. Après, moi j'ai des petites brosses métalliques carrément sur la Dremel. Hein. Plus évidemment l'eau qui a fait rouiller l'ensemble. Là, tu peux utiliser de l'huile ou du dégrippe. Quand tu n'es pas pressé et que tu as le temps, ça va, parce que tu peux laisser agir tranquille un certain temps. Là, ça ne va pas servir grand chose tout de suite. Hein. Et maintenant, quand on va aller taper là-dessus, on va endommager la tête, ce qui va mater la pièce pour t'empêcher de mettre l'hexagone dessus. Ça va donc coincer. Surtout que les parois sont fines, tu peux les endommager. Je peux que te conseiller d'utiliser, donc dans ce cas-là, soit une cale en bois et taper dessus avec le marteau, soit un marteau en caoutchouc ou autre. Et si ça vient facilement comme ça, tout est bon. Si ça va plus dur, tu te méfies. Tu démontes tous les éléments, tu poses le moyeu. C'est vrai que c'est sympa d'avoir un étau, hein, parce qu'il faut le poser proprement. Ensuite, pour être à gauche, à droite de la portée du roulement. Et après, tu peux remettre un axe là-dedans, serrer le BTR dessus légèrement dedans, pour ne pas avoir pour que tout soit en contact, et passer un chasse à l'intérieur, comme ça, le plus grand diamètre possible qui passe à l'intérieur pour ne pas forcément aller abîmer le BTR dedans. Et y mettre un bon coup dessus, là c'est pareil, hein, ça doit ressortir facilement si ça va dur. Huile, dégrippant, chauffer, tout ce que tu veux, pour ne pas aller endommager la pièce. Sur les CVD, tu vas avoir une usure. Sur le dogbone, donc cette sortie-là, tu as juste l'axe ici qui peut se bouffer et la noix. Sur le CVD, il y a un peu plus de pièces en mouvement. Tu peux user la tête. Beaucoup de constructeurs pour ça ont plusieurs trous pour éviter que quand il y en a un qui est endommagé, de devoir changer rapidement la pièce. C'est sympa. Tu as l'axe qui peut s'user, que tu peux changer à part. Tu as le petit cylindre à l'intérieur dans lequel passe l'axe qui peut s'user. Et tu peux user la tête carrément du cardan. Tous les éléments sont disponibles séparément. À toi de juger après qu'est-ce qui vaut le coup de faire ou pas. S'il vaut mieux changer juste une partie, s'il faut changer l'entier. Il ne faut pas oublier que si tu as une partie qui est déjà endommagée, eh ben, ça va user plus vite le reste. Donc même si tu mets une pièce usée neuve dans une pièce usée, elle va s'user à nouveau plus vite. Donc à toi de juger ce que tu veux changer ou pas de ton cardan.
Quand tu as des roulements comme ça qui coincent dans les emmanchements, c'est pareil. Il faut te mettre sur un support où tu as de la place. Et il faut aller frapper l'intérieur du roulement, mais pas sur la bague intérieure, parce que là tu vas te taper contre les billes. Il faut réussir à choper la bague extérieure du roulement pour tirer dessus. Il existe des outils aussi, tu les mets dedans, tu serres, ça va écarter à l'intérieur et tu vas pouvoir tirer dessus. Là c'est dans le plastique. Il y en a qui sont des pièces en alu qui vont vraiment dur. Et là on le voit d'ailleurs, vous allez voir, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les joints à l'intérieur sont enlevés des roulements. Donc là on a un roulement bousillé, donc c'est pas grave, on peut le sortir direct. Tu vois, la personne avait enlevé les joints intérieurs et se servait donc de l'ouverture ici pour passer de la graisse entre les roulements. On a donc une bonne grosse croûte d'huile, de graisse bien collante et dégueu à l'intérieur ici du moyeu. Bon, après ça c'est pas très grave, rien. Diff. Là, on manque de graisse, clairement dans le diff. Ne vous amusez pas à ne pas mettre de graisse ici, ça va chauffer. La graisse n'arrive jamais à être plus dure que l'acier et ne peut en aucun cas briser une dent en acier. Ce qui peut être un problème, ce sont des saletés qui vont rentrer dedans. Normalement les cellules sont fermées, pas censé y avoir grand chose, mais ça peut arriver quand même. L'usure des dents. Alors ça, c'est un phénomène que vous allez avoir entre évidemment couronne et pignon d'attaque, là où il porte, c'est-à-dire au milieu. Donc la dent va se creuser ici, comme ça, en coupe latérale. Et si tu regardes par là, elle va devenir de plus en plus pointue. Non, la matière est comme ça, et au fur et à mesure qu'elle s'use, elle va aller comme ça. Donc le véhicule va être plus bruyant, il y aura plus de jeu. Tu peux toujours compenser le jeu en rajoutant des rondelles pour coller plus le diff contre le pignon d'attaque, mais à un moment ça va être trop. Le bruit va être... enfin, et ça peut aller, dans ce cas-là, vraiment, c'est rare quand même. Hein, de réussir à user couronne et pignon d'attaque jusqu'à ce que tu n'aies plus assez de matière pour péter les dents, c'est fort. Ici donc, déroulement épaulé, dont je ne suis pas fan. Ils sont fins, les billes sont petites. Ces roulements sont sous-dimensionnés par rapport au roulement, tu vois, non, c'est ça. Ça, on aime bien voir ici. On est plus petit en diamètre, on est moins large, donc on a moins de portée, moins d'effort possible sur le diff. L'épaulement aide, pour éviter d'avoir trop d'effort latéral sur le roulement, ça je comprends tout à fait, mais c'est pas au point où ce petit épaulement compense l'effort pour pouvoir dire que ce petit roulement est aussi solide que celui-là. Il ne sera jamais aussi solide que ce gros roulement-là. L'autre chose, c'est que ces roulements-là, en général, chez beaucoup de constructeurs, le roulement, regarde, est plus grand que la noix, ce qui fait que pour caler, tout ce que tu as à faire, c'est mettre ta rondelle de calage par là, contre le roulement, généralement ici, hein, côté couronne, c'est rare de devoir caler par là, pour rapprocher justement les dents les unes des autres. Sur ce type de diff, tu es obligé de démonter tout le diff, de sortir les noix, de mettre la cale là. Enfin, l'épaulement étant coincé dans la cellule, tu ne peux pas faire bouger le roulement de la cellule. Lui, il est bloqué, donc ta rondelle de calage doit aller entre le roulement et le corps du diff. Ici, ce qui implique d'avoir des petites rondelles de calage, puisqu'elles doivent correspondre au moyeu intérieur du roulement. Pas plus grand, sinon ça va frotter sur le joint d'étanchéité. Celle de l'autre sens, c'est l'inverse. Il te faut des grandes pour qu'elles touchent uniquement la bande extérieure, mais pas trop grandes, puisqu'il ne faut pas qu'elles dépassent la taille du roulement. Sinon, ça n'ira pas, ça va être coincé, ça ne rentrera pas dans la cellule, vu que les grandes rondelles de calage, tu les coinces avec le roulement dans la cellule, dans l'emmanchement de cellule. Tu vois, si tu as des grands roulements, la rondelle va aller avec, à l'intérieur, et pousser tout le roulement par là. Alors que là, c'est l'inverse, il faut que ça soit entre les deux, puisque les roulements, eux, physiquement, ne peuvent pas bouger. Par contre, tu vois, le diff, lui, peut se balader entre les deux. Ensuite, on va ouvrir le diff. Alors là aussi, hein, tu fais gaffe. C'est rare que ça coince, sauf sur certaines marques qui ont des diffs avec des carters alu ou en fond d'alu. Ça se voit plus en Monster Truck qu'en Body Product.
Certaines marques mettent même du frein filet ou de la Loctite sur les carters plastiques. Donc il faut faire gaffe, ça peut aller dur aussi. Voilà. Alors l'huile, elle est bien cramée, tu vois, elle est bien noire et dégueu. Mais niveau sensation, on était pas mal. On était encore bien crémeux, donc pas de problème. Et je ne suis donc pas inquiet non plus pour l'usure des pignons internes, qui ont donc le même souci que les pignons ici à l'extérieur. Les dents vont s'user de façon concave et devenir pointues. Et là aussi, il y a moyen de caler, mais pas toujours pareil. Sur certains diffs, tu peux caler à l'arrière des satellites. Là, tu vois déjà, c'est un problème puisqu'on a un double creux. Et surtout, si tu mets une cale, il faut faire gaffe parce qu'elle sera capturée derrière l'axe. Il y aura donc une pression. Tu vas augmenter la pression entre la noix et la cale. Tu vois, il y a à peine un petit peu de jeu, mais pas beaucoup. Certains constructeurs ont des grandes rondelles ici, certains n'en ont pas, chacun fait ses choix. Serpent, ils ont la bague ici en acier à l'intérieur, l'insert du puits qui est balèze, donc eux ils s'en passent. Certains autres vont te mettre les cales entre les satellites et le rebord. Là, c'est rare de pouvoir caler, hein, de resserrer les 4 satellites. Généralement, ça se passe mal quand tu commences à faire ça, parce que tu augmentes la pression à l'intérieur. Tu ne fonctionnes plus proprement sur l'emmanchement des dents. Résultat, ça va forcer, coincer tout ce que tu veux. Et tu vois, là, le jeu, on l'a là. Donc, on va laisser, puisqu'on n'a pas chez Serpent de petits BTR pour aller... passer un outil dedans pour relever un petit peu le planétaire pour le sortir et ensuite sortir l'axe. On va tout simplement laisser ça tranquille à l'envers jusqu'à ce que ça tombe tout seul. Tu peux le bouger un peu comme ça pour l'aider à décoller, mais ça marche pas toujours. Lui il veut pas. Tu sors l'axe. Tu sors ta noix. Donc soit ici tu as une rondelle plus le joint torique. Tu fais gaffe. Ne pas blesser tout ça évidemment. Roulement lui, c'est sûr qu'il a pris la rouille et tout ce que tu veux. On a de la rouille sur la portée. Le roulement il gratouille. Et la noix, regarde, elle a tourné parfaitement sèche. On a de l'arrachement de matière. On a une petite rainure ici. Certains constructeurs mettent carrément un mini joint torique dans les rainures là, mais c'est pas évident. On a un petit peu d'arrachement de matière là, tu vois là on est bien lisse à l'intérieur. Et là regarde la différence de couleur là. On a la noix est endommagée. Et l'intérieur du puits évidemment aussi. Mais c'est pas grave puisqu'on n'avait pas de fuite d'huile. C'est un véhicule qui va continuer à rouler loisir. Donc on va tout simplement bien le graisser. On va remonter ça après avoir bien nettoyé aussi évidemment la rouille à l'intérieur. Sinon ça va faire toilemmerie c'est sûr. Rien de grave donc niveau usure. Tu vois là il est tombé tout seul. Pas besoin de chercher loin. Alors pour enlever cette huile. En RC principalement on utilise de l'huile silicone. Et de l'huile silicone, et ben ça part avec du savon. Comme le silicone de ta salle de bain ou autre, là aussi regarde. Tu vois, on a l'eau et la saleté qui sont arrivées jusqu'à l'autre côté du joint torique. La rainure est pleine de saleté. Je répète, la rainure est pleine. Donc ça, on va laisser couler tranquille. C'est pas la peine de se... Tu vois là déjà moi, je suis à main nue, pas bien. Mais on a tous cette sale manie. Le roulement, tiens ça tombe bien aussi. Regarde, le roulement, lui, il est coincé sous le puits. C'est pareil. Donc, il faut bien nettoyer devant. Il faut y mettre de l'huile. Le roulement là est foutu, donc c'est pas grave si on flingue le roulement. Ce qu'on ne veut pas, c'est abîmer le carter. L'idéal pour ça est d'aller pincer le roulement à droite et gauche
pour aller sortir de là. Si tu fais levier avec un tournevis, tu risques de mettre la pièce de travers. Et ça ne marche pas toujours non plus avec une pince coupante, parce que souvent tu n'es pas bon au niveau diamètre, emmanchement ou tout ce que tu veux, tu vois, regarde. Donc c'est à toi de trouver ce qui va bien. Tu peux y aller tout doucement avec un tournevis, tourner au fur et à mesure, prendre ton temps, pas forcer. Si tu dois forcer, tu vas abîmer quelque chose. Tu vois, l'huile a réussi à passer et ça nous a aidé. Donc là, si tu te prends le temps, tu mets du dégrippe, tu laisses agir. Laisse tranquillement le dégrippant travailler 5, 10, 15 minutes pour te faciliter la tâche. Ces portées devront être bien nettoyées pour enlever la saleté qui est dessus. Tu vois, ici, on a une petite rondelle de calage dessus. Est-ce qu'on en a une aussi ici, là? Ouais. Là aussi, il y en a une, tu vois. Par défaut, généralement, Serpent en met une à gauche, à droite, comme plein de marques, pour que, évidemment, le diff soit bien calé au milieu, qu'il ne bouge pas. Là, vous avez vu, on a déjà un petit jeu, on a déjà une petite usure, donc on va passer les deux d'un seul côté. Mais on verra au montage si c'est suffisant. Il faudra peut-être mettre une de chaque côté, plus une deuxième côté couronne pour être bien calé. Ne tombe pas dans le piège de trop caler. Beaucoup, quand tous les éléments sont nettoyés et secs, vont faire leur calage, et ils oublient le volume de l'huile, ou de la graisse, ou de ce que tu veux mettre à l'intérieur pour lubrifier ton diff. Puisque le fluide a un volume, il doit pouvoir passer entre les pièces en mouvement, sinon il ne peut rien lubrifier du tout. Kékette, nada, zéro, walou. À l'intérieur, tout va bien, pas d'arrachement de matière ni rien. Serpent, hein, c'est fiable sur ça. Même si tu vois, les pièces sont ridicules, hein. On est tout petit. Vraiment, c'est mini satellite, c'est mini planétaire, mais la qualité est là. Donc on n'a pas à se plaindre à ce niveau-là. Ça, c'est ce qui manque toujours encore à Arma, hein. Chez Arma, il faut vraiment qu'ils bossent l'intérieur des diffs pour qu'on soit tranquille. Après, il y a plusieurs écoles quand tu remontes. Tu mets un peu de graisse, tu mets ta pièce, mais tu peux aussi mettre de l'huile et mettre ta pièce. Dans tous les cas, ça revient au même. Tu as mis du lubrifiant entre les pièces. Chacun fait comme il a envie. Ce qui lui convient le mieux. Certains diront que l'huile est plus fluide, donc le diff est plus libre. D'autres diront qu'il faut absolument mettre de la graisse. Il faut mettre de la graisse collante, de la graisse qui ne colle pas, de celle-ci, de celle-là. N'oublie pas qu'à la fin, ta graisse et ton huile se mélangent. Il n'y a pas d'étanchéité entre la pièce ici et là. Donc l'huile va aller se mélanger dans la graisse. Tout va se répandre et tu vas avoir un mélange de graisse et d'huile. La graisse ne va pas rester en place. Comme tu le vois ici, il n'y a plus un gramme de graisse. Tout s'est mélangé à l'huile. C'est juste qu'au moment du montage, si tu montes tout ensemble sans rien et que tu mets l'huile après, le temps que l'huile arrive sur les pièces à l'intérieur, tu peux avoir un arrachement de matière. Donc, pour nettoyer tout ça, eh ben, chiffon, bien frotté, et tu peux utiliser de l'eau super méga chaude et du savon tout simplement. Alors, ne jamais vous amuser avec de l'acide, les gars. Ne vous amusez pas avec de l'acide pour nettoyer le diff, c'est du grand n'importe quoi. Je ne sais pas encore qui c'est qui a pondu cette théorie pour que certains se soient lancés là-dedans. Moi, je laisse tranquillement couler et je nettoie le maximum au chiffon et après le reste avec un peu d'eau chaude. Tu peux utiliser du nettoyeur frein ou un petit solvant. Pour ça, tu finis avec le coton-tige. Et puis c'est tout. Prochain épisode, on en sera au remontage. Là, ça sonne, c'est la poste livraison. Salut les mecs!